Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. La rentrée, l'école, les cours et les devoirs sont de retour, et d'ailleurs bon courage pour tout ça. Mais il est temps de se replonger vers le côté high-tech. On dirait un gros nerd, je suis dégoûté. Bonne rentrée à tous, du courage, tout ça, tu connais. J'espère que vos emplois du temps sont pas trop explosés. Allez, soyons sympas, aujourd'hui on va parler d'une facette de Google, parce que derrière toutes ces histoires cool et soft, se cache une masterclass qui est d'ailleurs pas mal utilisée, et je trouve que c'est pas assez connu. Évidemment, je n'ai pas la prétention de rendre quelque chose connu ou célèbre, mais vous savez la passion que j'ai pour le fait de raconter quelque chose, à quel point j'adore ça, c'est un kiff personnel. Bon, mesdames et messieurs, ce café est pour vous. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on va parler de Golang, plus connu sous le nom de Go, et croyez-moi, il n'y a pas que du positif. Alors c'est parti, bonne vidéo. Vous me connaissez je pense maintenant sur ces sujets-là, mais je suis quelqu'un qui est très passionné par le background sur tous ces domaines-là. Je dis pas ça parce que c'est un langage back-end, mais redirigeons-nous en 2006, il y a pas moins de 19 ans, où en nous mettant un gros coup de vieux, Google est en pleine expansion et évolue à une vitesse hallucinante. Notamment avec la sortie officielle de Google Calendar, ils ont un agenda, c'est plus facile. Google Trends, Checkout et plein d'autres projets, dont le rachat d'une plateforme audiovisuelle qui retourne le monde depuis maintenant quelques années, YouTube. Autant vous dire qu'en termes de révolution, c'était leur année, mais là... Merde, il y a un blocus. C'est quoi cette merde là? En fait, pour créer toutes ces immenses architectures, les développeurs chez Google travaillent principalement en C++, en Java et en Python. Et là, ils sont face à un problème. Récapitulons, C++, il est puissant mais trop complexe pour bien manipuler et ses temps de compilation sont extrêmement longs. Java, il est beaucoup plus simple mais il est très lourd et il n'est pas assez performant. Python, alors là il n'y a pas plus simple mais il n'est pas assez adapté pour des applications voire des logiciels à plus grande échelle. Verdict, des compilations énormes, une performance pas assez stable et des développeurs qui se plaignaient de passer plus de temps à compiler qu'à coder. Et là, je pense qu'il était quand même temps de faire un choix. Et puis là, nos trois amis, Robert Grismer, Rob Pike et Kev Townsend sont intervenus. Let's go! Je juge pas sur la prononciation, je te le dis à la française parce que je sens déjà que t'es en train d'attraper ma veste. Ça me plaît moyennement. Robert, très connu pour avoir travaillé sur une machine virtuelle Java et sur V8, qui est en d'autres termes le moteur de JavaScript sur Google. Rob, un ancien de Bell Labs, co-créateur de Plan 9 et d'outils Unix. Ken Thompson, simplement une légende, un créateur d'Unix et du langage C. Et ça, bon, tu le sais puisque j'ai déjà parlé de lui. En septembre 2007, ces trois génies se questionnaient sur la possibilité de créer un langage de programmation qui à la fois aurait la rapidité du C, la simplicité de Python et la sécurité de Java à la fois. On vient à la naissance de Golang. Mais attends, l'anecdote derrière ce nom, elle est hilarante, faut que je te la raconte. Les créateurs voulaient un nom court, simple et facile à retenir. Comme ils avaient l'habitude de se dire le fameux Let's Go qu'on se dit tous, tout le temps et à tout va, ils ont du coup décidé de l'appeler Go. Mais lors d'une décision de Google en 2009, le site était officiellement hébergé sur golang.org. Le domaine go.org était déjà pris. Ils sont donc restés sur le même nom que celui que le site a hébergé, et les développeurs ont fini par s'y habituer à l'appeler entre eux Golang. Du coup, c'est un peu devenu le surnom, tu vois. Du coup, verdict, officiellement, le langage s'appelle Go, mais sur les papiers, il s'appelle Golang. Et au final, tout ça parce que le nom de domaine n'était pas disponible. Et le plus drôle, c'est même pas ça, hein, c'est que si vous tapez go.org sur Google, on aperçoit bien un site qui proposait visiblement des offres d'hôtels et des voitures neuves ou d'occasion à acheter, et que le domaine est visiblement disponible à la vente, ou en co-entreprise. Tu le rends si tu passes par là. Vient l'année 2009. Google annonce officiellement le développement et la production du langage Go et prennent par la même occasion la décision de le rendre open source sous une licence BSD. En fait, ils voulaient vraiment créer un langage communautaire un petit peu dans la même vibe de tous les autres projets qu'ils avaient sortis en 2006 auparavant, sans pour autant se restreindre avec un projet interne, tu vois. Et le BSD, c'est une licence libre utilisée pour la distribution de logiciels. En gros, elle te permet de pouvoir réutiliser l'intégralité d'un outil sans restriction, que ce soit pour un logiciel libre ou un logiciel d'entreprise. Et après avoir lâché ce missile, Google nous dévoile les projets globaux du langage. Il voulait que Go ait une compilation ultra rapide pour intégrer du code rapidement du coup, en prenant en compte qu'il compile des milliers de lignes de code en quelques secondes. Qu'il soit aussi minimaliste, peu de mots-clés et pas de features inutiles. Un feature, c'est une fonctionnalité qui permet lors du développement d'une application de pouvoir utiliser ta localisation GPS, voire ta caméra selon ce qui est codé. Et qu'il y ait aussi un déploiement facile, notamment avec sa compilation en un seul binaire, sans dépendance externe. Et pendant 3 ans, nos 3 génies se sont consacrés et concentrés à 10 000%
sur la stabilité et sur le développement de ce monstre. Ah, parce que je vous l'avais pas dit, hein, mais lors de la première annonce en 2009, ils avaient déjà publié le langage, hein, mais ce n'était qu'une version expérimentale. C'était un peu le premier gâteau, il était pas ouf. Ils se sont concentrés sur la stabilité des API, à optimiser les compilateurs, à créer plein de documentation. Le projet prend pas mal de place et permet de développer des serveurs DevOps, mais surtout, en 2012, sort la première version stable Golang 1.0. Je vous rassure, C++, Java et Python sont toujours présents chez Google, ils n'ont pas été remplacés. Golang, enfin plutôt Go, est surtout là plus pour les assister, pour les aider sur les gros projets. En fait, il a été développé pour ajouter une touche de rapidité, voire même de simplicité, sur les énormes débogages et surtout sur les compilations massives qu'il doit y avoir, parce qu'il faut quand même se rendre compte que à chaque compilation, il y a des millions de lignes de code qui sont exécutées. Mais tout ça, c'est bien beau. Et franchement, en 2025, ça donne quoi? Go 1 est toujours en développement d'amélioration, un petit peu à la Python, je vais pas vous mentir. Et on est actuellement à la version 1.25 en avril 2025. Comme de par hasard. Go 2 quant à lui est en cours de discussion, avec des évolutions sur la gestion des erreurs et des génériques introduits dans la version 1.18. Mais pep là, c'est trop beau. Les problèmes! Il n'a pas envoyé énormément de points positifs. Les développeurs qui le côtoient quotidiennement remontent quand même pas mal de points faibles du langage, on va pas se mytho. On l'expliquait avant, mais la syntaxe a volontairement été rendue simple et minimaliste, pour éviter de rajouter du code et de la complexité à la compilation. Premier point négatif, il est ennuyeux. Plus sérieusement, le fait qu'il n'y ait ni programmation objet, ni fonctionnalité, ni rien. Les développeurs se plaignent d'écrire trop souvent le même style de code, enfin du code un peu répétitif du coup, mais surtout très verbeux. Et c'est souvent les mêmes paragraphes pour écrire un petit peu la même chose, enfin des trucs un peu chiants quoi. Idem pour la gestion des erreurs, Go utilise un système où tu dois toujours vérifier manuellement les erreurs. Ce qui d'après eux alourdit le code et en vrai ça se comprend. Ça t'ajoute un travail monstre en plus du travail avec le code de base et ça peut se comprendre en vrai. Et là évidemment, fallait le voir venir quand je vous ai parlé de la simplicité du langage. Qui dit soft, dit léger, qui dit moins de bibliothèques et de framework. Vous l'avez vu venir celui-là? En globalité, les développeurs remontent qu'il est excellent pour la simplicité, la concurrence, les serveurs web dans leur niveau de difficulté globale, mais qu'en 2025, il est moins bon pour l'avancée et l'intégration de l'IA dans les projets, ce qui le rend moins performant sur les projets avec plus d'envergure. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais très envie de vous partager l'histoire de ce langage, notamment par rapport au contexte qu'il englobe, parce que finalement je trouve ça un peu drôle, que ce soit pour l'URL, l'histoire qu'il cache en vrai. Ça me tenait aussi à cœur de tourner une dernière vidéo dans ce décor que vous avez connu pendant pas mal de temps. Merci à tous de m'avoir écouté et merci à tous d'avoir été ce cas-là. J'attends vos retours avec impatience en commentaire. C'était Devoir ou plutôt Mathieu. On se dit à très vite. Ciao.